Bon, alors moi, pour me présenter en deux mots, j'ai aujourd'hui un cabinet conseil à Toulouse qui s'appelle Ergo Management. Je suis psychologue de formation, ergonome, et je me suis spécialisé avec les années dans le conseil en management, mais je suis aussi chercheur associé depuis 2011 au CNAM et à Paris-Dauphine. Installez-vous. Et à Paris-Dauphine, dans une chaire qui s'appelle Confiance et Management. Et en fait, c'est en travaillant sur la confiance que j'ai été conduit petit à petit à me poser une question, c'est est-ce qu'il y aurait des formes d'organisation qui favoriseraient le développement de la confiance au travail, qui est un facteur essentiel de bien-être et de performance. Et c'est ce qui m'a conduit à m'intéresser aux entreprises libérées. Alors, une des questions, bien sûr, c'est... alors, vous voyez probablement le lien entre confiance et autonomie. Hein. L'autonomie, c'est une marque de la confiance qu'on accorde à des équipes ou à des personnes. Hein, il est difficile d'accorder quand on est un manager ou un dirigeant de la confiance, de l'autonomie, si on n'a pas confiance sur le fait que les gens vont savoir réaliser ce qu'on attend d'eux. Donc, l'autonomie est une marque, normalement, de la confiance qu'on accorde à une équipe ou à des salariés. La question, c'est comment on va vers cette autonomie. Alors dans les ouvrages qui ont été présentés, et en particulier dans celui que j'ai coordonné, on a bien vu qu'il y avait trois approches. Alors en fait, on va voir qu'il y en a même une quatrième avec une participante qui est ici. Bon, la première approche, c'est d'y aller progressivement, de transformer son entreprise progressivement, en accordant au départ une autonomie plutôt limitée. Généralement, c'est sur l'exécution, la réalisation. Il n'y aura plus de contremaîtres, il n'y aura plus de managers de proximité pour regarder la production au quotidien. Et puis, au fur et à mesure, on va l'étendre. Et en même temps, en parallèle, on modifie l'organisation, on modifie les fonctions du manager pour que ce soit en cohérence avec cette autonomie qui s'agrandit. Alors ça, on a par exemple un cas qui est traité, qui est Michelin, qui représente très bien ce genre d'approche. À l'inverse, la deuxième approche, c'est on casse tout et on repart d'une feuille blanche. On casse toute l'organisation qui existait et on considère qu'il faut redéfinir une nouvelle organisation et la redéfinir collectivement. Ça, c'est des approches qu'on trouve plutôt dans des PME et qui sont souvent impulsées par un dirigeant qui lui-même aspire à ces formes de management plus participatif, plus délégatif, et qui va impulser ça auprès de ses équipes. Alors on a une troisième approche qui dit oui, mais on sait très bien que quand on va repartir de zéro, de toute façon on va avoir tout un tas de problèmes à régler, on les connaît, donc autant nous inspirer de certains qui ont déjà ce recul et qui ont proposé une sorte de modèle pour fonctionner de manière plus démocratique. Et donc nous on l'a rencontré plutôt dans des PME qui adoptent un modèle existant de fonctionnement dit libéré. Alors par exemple l'holacratie, des gens vont adopter ça, se former à ça et adopter des principes qui ont été définis par d'autres. Voilà trois façons qui sont représentées par différentes entreprises dans les deux ouvrages. Et là on a une quatrième approche. Alors nous on n'avait pas de cas donc on n'avait pas pu la documenter, mais on va la voir aujourd'hui. C'est quand on démarre l'entreprise sur la base de principes qui ressemble à ces principes libérés, c'est-à-dire pas de hiérarchie très forte. Et ça, on va le voir avec Béatrice Barras, qui a créé avec Gérard Barras et d'autres. Alors au début, le projet est né dans les années 70, mais ça a été créé dans les années 80. Une scope qui fonctionne comme ça encore aujourd'hui et qui a été créée donc alors c'est une scope qui s'appelle Ardelaine qui est en Ardèche et qui comme son nom l'indique travaille sur la filière laine qui va depuis d'ailleurs la tonte des moutons jusqu'à la commercialisation des produits finis, matelas, oreillers, vêtements, et qui a réussi à maintenir les principes de travail qu'ils ont mis en place au départ, principes très horizontaux, avec beaucoup d'égalité finalement, jusqu'à aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, ils sont 60. Alors bien sûr, ça nous donne envie de poser un certain nombre de questions à Béatrice. Alors Béatrice interviendra sur la table ronde, mais il y a Gérard Barras qui est ici, qui pourra ensuite intervenir pour répondre aux questions. C'est d'abord comment vous avez réussi à maintenir ces principes vivants aussi longtemps. Finalement, quelle est l'organisation que vous avez mis en place pour traduire les principes qui étaient les vôtres? Comment ça s'est traduit concrètement? Comment vous avez accordé concrètement de la responsabilisation et de l'autonomie? Et puis, dès qu'on pense au nombre de personnes, on se dit, mais est-ce que tout le monde adhère à ça? Et la question, c'est donc,
est-ce que vous avez réussi à amener tout le monde vers la responsabilisation et l'autonomie? Et quand ça n'a pas été le cas, comment vous avez géré la situation? Voilà quelques questions pour vous passer le micro. Merci. Donc, le premier garde-fou, il en faut aussi, hein, c'est les statuts coopératifs qui donnent le cadre dans lequel quand même l'entreprise est organisée, et en tout cas au niveau des pouvoirs et au niveau des responsabilités. Donc là, nous on est une SCOP SA, donc avec conseil d'administration élu par l'ensemble des salariés et associés non salariés, mais les salariés sont majoritaires. Et puis une répartition du résultat, donc avec un montant important pour les réserves et un montant important aussi pour les salariés, et puis aussi une organisation démocratique dans laquelle les dirigeants sont élus. Donc ça c'est le premier cadre qui quelque part maintient ça. Et puis aussi cette entreprise, elle a su toujours évoluer avec tous ces nouveaux métiers qu'elle a fait créer en cours de route. Elle a modifié son organisation, elle a su créer à temps les réponses aux nouveaux problèmes qui se posaient. Donc c'est une entreprise qui n'a pas arrêté d'évoluer en fait. Progressivement, de 1 salarié à 60, mais plus 1, plus 1,5, plus 2, plus 1, mais quand on arrive à 30, là, si on n'a pas quand même un service RH, si on n'a pas, si on s'organise pas mieux à ce niveau-là, on a quelques problèmes. Donc là, à ce moment-là, le besoin s'est fait sentir et la réponse est arrivée. Donc à chaque nouveau besoin, nouvelle réponse. Et il faut pas trop tarder, quoi, sinon on a des problèmes. Et puis bien sûr beaucoup de prévention, beaucoup de dialogue, beaucoup d'attention aussi aux uns aux autres et aux problématiques qui se posent, et beaucoup de réflexion sur ce qu'on fait aussi. Ensuite, l'organisation, elle est bien particulière, hein, ça c'est particulier à cette entreprise, sûrement d'autres. C'est une organisation en filière, donc il y a, d'imaginer de la tonte des moutons, donc les équipes qui s'occupent qui travaillent avec les éleveurs, etc. Et puis il faut laver la laine, et puis il faut la carder, et puis ensuite il faut fabriquer des produits, donc des ateliers. On fabrique de la literie. Il y a 2 ateliers de literie, un atelier aussi qui fabrique des vêtements, mais les vêtements il faut les tricoter, ensuite il faut concevoir, il faut fabriquer, et puis ensuite il faut commercialiser, et cette entreprise commercialise tout en vente directe. Donc ça veut dire qu'elle est en relation sans arrêt avec ses clients, des milliers de clients, avec une vente sur place, une vente sur les foires et salons, une vente par correspondance et Internet, et puis tous les services généraux. Et chaque fois, c'est une petite équipe de 3 à 7 personnes qui gère son petit secteur, qui se coordonne avec les autres. Parce que de toute manière, s'il y en a un qui fait pas son boulot, les autres, tout de suite, ça va pas, quoi. Donc, les particularités de chaque métier, finalement, sont très visibles par les autres et très interdépendantes, donc nécessitent de la coordination et nécessite de la compréhension de ce que fait l'un ou ce que fait l'autre. Et ça, c'est assez facilité par beaucoup de polyvalence. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans un atelier, mais qui font aussi des foires ou qui font des visites de musées ou qui fabriquent aussi à certains moments ou font la tonte. Il y a énormément de polyvalence qui facilite beaucoup de décloisonnement aussi. Et un travail sur ce qu'on dirait la visibilité, pour que chacun s'approprie à la fois son secteur, son métier, mais aussi l'ensemble de l'entreprise, quoi. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent comment ça marche, il faut qu'ils voient un peu tout ce qui se passe à un moment donné ou à un autre. Cherchez le bureau de la direction, vous le trouverez pas. On a une direction volante, mais qui est toujours à la rencontre des uns, des autres, et puis qui se réunit, bien sûr, parce qu'il y a un petit comité de direction de 5 personnes qui se réunit tous les mois, qui travaillent, qui préparent les travaux aussi du conseil d'administration et qui gèrent les urgences, les besoins. Voilà. Oui. Oui. Je voudrais vous
amené à répondre en particulier à cette question de comment vous amenez... Pardon. Non, comme on a un temps compté, je voudrais amener Béatrice à répondre en particulier à cette question. Alors peut-être que c'est moi qui trouve qu'elle est centrale, mais j'aimerais vraiment votre réponse. C'est comment vous amenez tous ces salariés que vous avez recrutés. Certains, vous m'avez dit, aussi étaient de passage dans la région, cherchaient du travail. C'est une région où on n'a pas facilement de travail. Quand vous les amenez à être responsables de leurs activités, à prendre cette autonomie, et comment vous faites avec ceux où vous sentez que ça n'adhère pas? Et on passera ensuite la parole aux autres. Voilà, donc toutes sortes de motivations font arriver les uns ou les autres à travailler chez Ardelaine. Alors bien sûr, il y a un parcours de formation, un parcours d'intégration. D'abord, beaucoup d'informations sur vous venez travailler ici. Alors attention, vous savez que c'est une coopérative. Voilà comment ça marche une coopérative. Vous prenez ou vous prenez pas. Vous êtes appelé à être coopérateur. Si ça vous intéresse pas, passez votre chemin. Enfin bon, voilà. Et ensuite, un parcours de formation pour la découverte de l'entreprise, mais aussi pour la découverte de c'est quoi une entreprise? Parce que la plupart des gens, ils savent pas comment ça marche. Or, s'ils sont appelés à voter en assemblée générale sur des grandes décisions de l'entreprise, il faut qu'ils comprennent, qu'ils apprennent à lire un compte de résultats, qu'ils comprennent l'économie d'une entreprise, comment ça fonctionne. Donc, il y a des formations là-dessus, des formations aussi à l'histoire de l'entreprise, des formations aussi à la laine. C'est quoi la laine? Comment ça se travaille, etc. Donc ça, c'est des trois grands thèmes. Et puis aussi, comment dire, oui, c'est ce dialogue, ces temps d'attention aux personnes, aux équipes qu'assure la direction, qui sont importantes. Alors bien sûr, il y a des gens, enfin c'est comme, je vais vous raconter une histoire, ça va pas durer longtemps, mais c'est tous ces gens qui, comment dire, par exemple, vous arrivez sur un chantier, vous voyez quelqu'un qui taille une pierre. Et vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait. Il vous dit, je taille une pierre. Ah oui, tout va bien. Puis vous allez voir quelqu'un d'autre qui vous dit, qui taille une pierre. Qu'est-ce que vous faites? Je construis une arche. Et puis l'autre, vous allez le voir et il taille une pierre et il vous dit, je construis une cathédrale. Voilà, chacun a sa représentation de la chose et chacun aussi pose son niveau d'investissement, de compréhension, de responsabilité aussi à un certain niveau. Après, évidemment, tout est évolutif. Chaque personne est appelée à évoluer, à grandir, voilà. Sauf que c'est lui qui met la barre, quoi. Et donc, et forcer, ça ne sert à rien, quoi. Susciter, encourager, associer, oui, mais forcer, ça ne sert à rien. C'est contre-productif, non. Voilà. Donc, ce qui veut dire, parce qu'il faut lire entre les lignes, que vous n'avez pas gardé, et puis vous n'avez pas gardé ceux qui n'ont pas finalement, sont pas rentrés dans votre système. Et tout le monde ne rentre pas dans ce système. Eh bien, ils ont le choix, au bout de 2 ans, de dire oui ou non. Voilà, ils ont 2 ans pour vraiment avoir le temps de comprendre, de savoir vraiment, dans la pratique, comment ça fonctionne, si ça leur convient ou pas, au bout de 2 ans. Donc, soit ils deviennent coopérateurs, soit ils quittent l'entreprise. Bon, merci Béatrice. On va passer à un autre témoignage, celui de Patrick Négaret, qui est DG de la CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, une des plus grandes de France, ou la plus grande ? Une des plus grandes, voilà. Alors, vous avez une longue expérience à la Caisse primaire d'assurance maladie et depuis 2011, vous êtes donc directeur général de celle des Yvelines. Alors, on vous considère comme un précurseur, j'en ai entendu d'ailleurs parler ici, comme un précurseur de l'innovation participative. Vous avez mis en place des programmes de qualité totale dès 87. En arrivant à la Caisse des Yvelines, vous avez justement voulu aller plus loin que simplement promouvoir l'innovation participative. Vous avez voulu mettre le bien-être des salariés au cœur du management, au cœur des préoccupations des managers, et libérer l'initiative, mais à tous les niveaux, que ce soit le service administratif, le niveau, enfin tous les niveaux de l'entreprise. Alors, pas facile, j'imagine, de réaliser une telle transformation dans une entreprise, alors vous le savez, qui est de gestion privée, mais qui a un fonctionnement, et puis c'est un service public, et qui peut s'apparenter parfois à un fonctionnement de service public. Alors comment ? Alors nous, on est curieux, j'imagine vous aussi, de découvrir comment vous avez procédé, quelles mesures vous avez adoptées pour arriver à libérer l'initiative à tous les niveaux, comment ont réagi vos collaborateurs alors au début,
en particulier? Puis ensuite, est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qu'ils ont prises grâce à ce que vous avez mis en place? Et puis peut-être pour ceux qui voudraient suivre votre exemple, à quelles difficultés on peut s'attendre quand on s'embarque un petit peu dans ce genre d'aventure? Oui, merci. Quand je suis arrivé en 2011, évidemment, j'étais dans une structure assez lourde, 1600 personnes, 30 sites différents. Et puis, mon expérience en management m'a permis de me dire qu'avec beaucoup de réduction d'effectifs, on remplace un effectif sur 2 dans les départs. Il fallait qu'on ait des méthodes de management quand même extrêmement pointues. Et donc, j'ai dit aux gens, voilà, moi, je vais pas faire mieux avec moins, je vais faire mieux avec votre potentiel. Et mon rôle de manager, c'est de libérer votre potentiel, de libérer les énergies. Parce que le résultat, c'est bien, mais le résultat, il viendra s'il y a le bien-être pas tellement au travail, mais dans son travail. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que toute la dynamique, elle vient du fait que les gens ils commencent à comprendre qu'ils ont, vous l'avez très bien dit, une autonomie, qu'on leur fait confiance, qu'on donne du sens à ce qu'ils font, de la reconnaissance tout simplement. La reconnaissance, c'est de montrer qu'on est parmi eux, qu'on n'est pas au-dessus d'eux. Et puis il y a une fierté d'appartenance aussi. Et là, on a envie de se dépasser. Alors on a commencé d'ailleurs par s'oxygéner, c'est-à-dire j'ai fait venir beaucoup d'experts, on est allé à l'extérieur faire des comparaisons, pour parler français, pas du benchmark, et puis aussi on a adhéré à des associations comme Innovacteur, où on voyait d'autres gens qui faisaient des choses, et ensuite ça m'a permis de faire mieux passer mon message. Ça aurait été trop violent du jour au lendemain de dire écoutez, on va tout chambouler, et sous-entendu vous avez mal fait avant. Alors c'était pas le cas, c'était avant, c'était différent, c'est tout. On a commencé par le lean management. On l'a pas appelé comme ça parce que dans les services publics, il y a des gros mots qu'il ne faut pas dire. On a appelé ça progressance, c'est progresser ensemble. L'idée du lean, c'était tout simplement que dans chaque unité de travail, montrer que c'est les opérateurs qui avaient la solution et que le manager, il devait changer de rôle, il devait les aider à trouver les solutions et pas leur apporter les solutions. Et ça, vous parlez de confiance, ils se disent, tiens, le patron, il nous fait confiance, parce qu'il nous laisse les manettes là, pour... vous savez tous ce que c'est le lean management dans cette brillante école, pour gagner du temps, des surfaces, de la qualité, etc. Et la deuxième étape, c'était justement l'innovation participative. C'était de se dire, mais il faut que chacun, quel que soit son statut, quel que soit l'endroit où il se trouve, il puisse émettre une idée, quelle qu'elle soit, et qu'ensuite... on s'assure, soit les mises en pratique, soit on lui répond, on fait quelque chose. Et sous-jacent, c'était de dire, les managers doivent modifier leur rôle, mais ils doivent aussi comprendre que les employés, ils sont aussi intelligents qu'eux et que collectivement, ils sont même plus intelligents. Et donc, on a 50% des idées qui sont émises par les employés, parce qu'on a une plateforme d'idéation qui est comme un réseau, mettons, où on like, on incrémente, etc. Et ensuite, les gens sont beaucoup plus libres d'exprimer leurs idées. Et on voit que c'est suivi des faits. Parce qu'à chaque fois, je veux dire, il faut cranter les choses et montrer qu'on continue d'avancer. Et puis après, ce qu'on a continué à faire, et c'est là que je rejoins, c'est quand ça fonctionnait pas, on a formé beaucoup de gens à l'intelligence collective, des managers, et maintenant il y a des formateurs de formateurs. Et quand il y a un cadre qui était en difficulté, ou qui avait du mal, ou qui pensait que c'était pas le moment, ou qui souhaitait pas, on l'a aidé par quelqu'un qui était capable de faire émerger les bonnes idées. Parce que toute la difficulté, elle est là, c'est que c'est un process finalement, tout ce qui est la transformation managériale. Il y a des petites choses qui se mettent bout à bout, mais il faut le suivre. Et toute la difficulté est de trouver l'équilibre entre la bienveillance et l'exigence. On a trop pensé qu'il fallait être bienveillant. Bien sûr qu'il faut être bienveillant, c'est la considération qu'on porte aux gens, mais ça suffit pas. Si on n'a pas d'exigence, on n'a pas la fierté d'appartenance. Si on n'a pas d'exigence, on n'est pas content de son résultat. Qui est-ce qui va être content d'avoir fait moins 10% dans l'année? Pas grand monde. Sauf le contestataire éternel. Mais quand on dit on a fait quelque chose, on a fait un challenge ensemble, ah oui, là on l'a réussi, c'est bien, on est fiers. Donc c'est tout ça mis bout à bout qui fait qu'on a réussi. Et puis ensuite on a embarqué tout le monde pour définir les valeurs. Parce que tout le monde parle des valeurs, etc. C'est bien, mais mes valeurs à moi, elles n'ont aucun intérêt pour les gens et ils ont bien raison. Et on a dit, voilà, qui est-ce qui est candidat pour faire partie d'ateliers? 500 candidats. 500 personnes, 40% disent oui, moi je veux. Et si vous n'avez pas l'intelligence collective, comment vous faites pour dire à 500 personnes, on va définir les valeurs? Alors j'arrive ici, on est 500, admettons, puis je dis, mais dans 2 heures, on sort, on a défini les valeurs. Ils vont dire, il va nous empapaouter, passez-moi l'expression, ça va être ses valeurs à lui. Et ça, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Et pour la vision, on l'a défini à 1000 carrément. On a dit, bon, on met tout le monde dans le truc, et hop, et il est sorti des choses assez extraordinaires qui sont orientées vers la performance, vers le bien-être, mais vers les deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Dès le début, il n'a pas fallu que je leur dise, vous savez, je fais ça, mais c'est que pour le bien-être. Je dis, c'est aussi pour qu'on ait des bons résultats, parce qu'en face, on a des clients, entre guillemets, c'est un public, on est là pour servir, d'autant plus que c'est lui qui nous paye.
Vraiment, de façon obligatoire. Il n'a pas le choix sur les cotisations et les impôts. Voilà brièvement résumé comment on a fait. Très bien. Merci beaucoup pour aussi la concision. Alors là, on va passer à Patrick Gilbert, qui va représenter ici la recherche. Donc Patrick est professeur et chercheur à l'IAE de Paris. Après, et c'est peut-être pas commun, donc je le souligne, une carrière et un parcours très riche dans le privé en tant que DRH, notamment de grands groupes, et en tant que consultant. Et depuis quelques années, il s'intéresse aux entreprises libérées et en a étudié plusieurs avec ses collègues de l'IAE. Ce qui lui permet, je pense, et c'est pour ça qu'on l'a sollicité, de dégager une vue un peu plus générale. Il a vu plusieurs entreprises, il les a étudiées. Et du coup, les questions qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que justement vous dégagez des principes assez généraux chez les entreprises qui veulent développer la responsabilisation et l'autonomie? Ou alors est-ce que vous constatez qu'il n'y a que des démarches spécifiques à chacune? Et puis, est-ce qu'elles rencontrent certaines limites quand elles s'engagent dans ces démarches? Et comment vous analysez ces limites? Bien, donc je représente pas toute la recherche, hein, et depuis, je le précise, depuis quelques années, il y a effectivement des travaux qui se sont développés, notamment des thèses qui ont été soutenues sur ce sujet qui mobilise de plus en plus la recherche en sciences sociales. Donc là, je suis ici pour faire part des enseignements tirés de travaux qui ont été réalisés avec deux collègues. Donc je voulais les citer: Nathalie Rollet-Crozet de l'IAE de Paris et Anne-Charlotte Teckborg de l'ESCP. Alors, pour venir aux questions précisément, oui, il y a des principes généraux en même temps, la généralité ne porte que sur les quelques entreprises que j'ai pu rencontrer. Hein, je ne prétends pas avoir fait un tour complet des entreprises qui se réclament de la libération ou qui, sans s'en réclamer et sans faire trop de bruit, mettent en place des démarches qui vont dans ce sens. Donc, on va dire plus précisément, nous avons eu des échanges et effectué des prises de données un peu soutenues dans une dizaine d'entreprises, et 3 d'entre elles ont été plus particulièrement étudiées. Alors, ces principes généraux n'ont rien d'extraordinaire au sens où, enfin, ils sont sans doute extraordinaires, mais d'une certaine manière, ne sont pas totalement nouveaux. Une grande part de ces principes étaient déjà présents dans les expériences de management participatif des années 80, dans les expériences de démocratie industrielle des années 60, puis on pourrait remonter comme ça, on retrouverait, et les racines vont très loin. L'aplatissement de la structure hiérarchique, eh bien, c'est pas, comme principe, ça n'est pas si nouveau. Comme réalité, ça n'est peut-être pas tant que ça, mais la responsabilisation des équipes, ça n'est pas si nouveau non plus. La prise en compte du collectif de travail comme étant une instance non seulement de réalisation, mais également de réflexion et de production d'idées nouvelles, ça n'est pas si nouveau. Tout ça a été contenu dans le management participatif, de même que l'intégration par les valeurs de l'entreprise et l'accent mis sur les valeurs. Alors il y a des choses quand même qui sont, pour moi, assez radicalement, enfin pour nous, devrais-je dire, puisque mes collègues là-dessus sont associés à moi, qui sont assez nouvelles. C'est-à-dire que la participation, contrairement aux années 80, c'est une participation, et c'est un mode de fonctionnement par défaut. C'est-à-dire que tout le monde fonctionne sur ce mode-là. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fonctionnerait pas sur ce mode-là s'exclurait de la communauté. Hein, donc on n'est pas, pour reprendre une expression un peu, je dirais, de la moquette, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein, ça a été évoqué, je dirais gentiment tout à l'heure en ce qui concerne les scopes, mais dans les entreprises qui se veulent libérer, il est attendu qu'on se conforme finalement aux principes qui ont été énoncés. Si quelqu'un ne se conforme pas, c'est pas forcément sa hiérarchie qui lui dit qu'il serait bon qu'il aille travailler ailleurs, mais c'est tout simplement ses collègues de travail, ce qui n'est pas forcément moins douloureux pour l'intéressé. Quelque chose qui me paraît aussi important, c'est la stimulation de la dynamique entrepreneuriale, ce qu'on n'avait pas dans le management participatif. On s'attendait à ce que les gens fassent de façon autonome leur travail, mais non pas aillent jusqu'à
entreprendre et aller au-delà de ce qui leur était strictement demandé. Je pense qu'il y a un autre élément qui m'a paru assez singulier, c'est la conduite même du changement organisationnel. Le fait on n'est ni dans le top-down ni le bottom-up, pour reprendre ces expressions habituelles sur la conduite du changement, on est sur une alliance du sommet avec la base. Moi, ça m'a fait un peu penser à, sans doute parce que je suis un peu un enfant de mai 68, mais à des démarches de changement à la Mao, où finalement le leader, tout en haut de la pyramide, s'associe à la base pour organiser la transformation. Donc on n'est pas du tout sur un appui avec en dégringolade tout au long d'une pyramide. Je pense que ça, c'est vraiment radicalement nouveau. Alors il y a des spécificités. Toutes ces entreprises fonctionnent pas de la même manière, évidemment. C'est-à-dire que la responsabilisation à la base a des degrés quand même divers. De quoi on décide, c'est pas partout pareil. La place, alors moi je suis un peu sensibilisé à ça parce que j'ai commencé par enseigner la gestion des ressources humaines, même si je me suis étendu ailleurs, constatant que les ressources humaines c'était pas un sujet strictement technique propre à une sous-discipline de gestion, mais la place de la fonction RH dans certains cas est vraiment très marquante parce que la fonction ressources humaines est un accompagnateur du changement. Dans d'autres cas, elle est considérée comme une représentation honnie de la technostructure. J'évoque là le Jean-François Zobrist et tout le mal qu'il pense de cette fonction. Il y a voilà sur les principes généraux, mais qui admettent quand même des déclinaisons particulières en fonction des entreprises, de leur histoire, du secteur d'activité dans lequel ils œuvrent et de leurs activités. On est tributaire. Il suffit pas d'avoir envie de se libérer pour se mettre d'emblée, ce qui serait assez paradoxal, au garde à vous face à des principes qui seraient d'application générale. Merci Patrick. Alors avant de vous donner la parole, si vous avez quelques questions, moi je voulais en poser une dernière. Alors peut-être que ceux qui veulent répondre, pas forcément tout le monde, mais il y a cette question de comment on va vers l'autonomie. Et on a bien vu qu'il y a certaines entreprises qui veulent y aller progressivement, il y a certaines entreprises qui veulent y aller brutalement, chacune a ses raisons. J'aurais voulu votre avis là-dessus, si sur la base de vos expériences, vous avez un avis. On a essayé, nous, dans le livre, d'essayer de se faire un avis. On s'est posé naïvement la question, est-ce que finalement, il y a une de ces démarches qui est meilleure que l'autre? On s'est aperçu à la conclusion qu'on était incapable d'y répondre, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de cas. Dans l'ouvrage qu'on avait, il y en avait 8. Dans votre ouvrage, il y en a aussi 8 ou 10. Bon, ça suffit pas. Et on n'a pas assez de recul. Beaucoup de ces entreprises se sont engagées dans ce mouvement depuis simplement 4-5 ans. Donc on n'a pas, voire certaines qui ont été documentées, c'était 2-3 ans. Donc, est-ce que vous, sur la base de vos expériences, les uns et les autres, qui pour certains d'ailleurs, et c'est plusieurs décennies sur ces thèmes, est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce qu'il faut mieux y aller progressivement, en étendant peu à peu, en apprenant aux gens à être autonomes, à prendre des décisions de plus en plus à enjeu, ou est-ce qu'il faut accepter d'y aller peut-être un peu brutalement et puis apprendre en faisant? Alors moi, si on me demande si je vais être brutale, ça me fait pas trop envie, hein. Mais en réalité, dans l'entreprise, je vois que les choses se font progressivement, avec même beaucoup de patience. C'est voilà, chacun avance à sa vitesse, à la confiance qu'il prend en lui-même, même si on lui laisse des espaces, il y en a certains qui mettent du temps à les prendre et vivent la patience, quoi, la patience. Oui, qui dit transformation managériale dit changement culturel. J'imagine pas qu'on puisse faire un changement culturel brutalement, sauf des régimes tristement connus. Et vous parliez de Mao tout à l'heure, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, mais il faut bien voir quand même que ça serait contre-intuitif de dire j'ai envie que les gens soient autonomes et d'exiger qu'ils deviennent autonomes. Il y en a qui ne le souhaitent pas d'abord, ou c'est pas le moment dans leur vie. Donc en plus, moi je suis un service public, donc c'est pas ma boîte. Si c'était l'entreprise Négaret que je coule la boîte, tant pis pour moi. Enfin, dommage pour les salariés, vous me direz.
Mais là, à mon sens, ça ne peut être que progressif, sinon c'est un leurre et ça marchera pas. Et le risque, ça serait que ça repose seulement sur le leader inspirateur, si vous voulez. Et moi, mon ambition, j'arrive à la fin de ma carrière, tout le monde peut le remarquer ici, mais quelques cheveux blancs qui sont plus nombreux que ça finalement, et c'est que ça puisse continuer. Et pour ça, il faut y aller progressivement, lentement. Moi, ça fait 8 ans que je le fais. Il faut sans arrêt remettre sur le tapis. Il y a toujours un suivi. Il y a des gens qui se découragent. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc, pour moi, ça ne peut être que progressif. Sinon, c'est un leurre. Ben, merci pour... Ah oui, pardon Patrick. Je ne vais pas contrarier parce que je suis en accord complet, sauf que moi je pense que la position du leader, ce type de management est profondément incarné et qu'il est très vulnérable au changement de leader. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. C'est tout le monde que ça ne se produise pas. Bon, donc on va prendre quelques questions maintenant de la salle. On va vous donner la parole. On a une première devant. Pour moi, il y a une énigme. Qu'est-ce qui fait que ça dure? Alors, je prends Ardelaine. Je pense que c'est la seule utopie 68 Art qui perdure aujourd'hui. Et elle a démarré sous forme de coopérative. Tout le monde devait gagner le SMIC et c'est toujours vrai aujourd'hui. Il y a toujours des gens, alors je sais bien que vous êtes dans une région où les loyers sont pas trop chers, mais il y a toujours des gens assez diplômés qui viennent dans votre trou pour gagner le SMIC. Et qu'est-ce qui fait que... Alors, quand Elisabeth Bourguida, qui faisait l'enquête, disait est-ce que les gens sont libérés chez vous? Certainement pas. La liberté, c'est pas un bon concept. Chacun a quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce qui fait que ça dure? Pourquoi il vient? Et puis, pour Patrick Négaret, qu'est-ce qui l'anime? Au fond, il n'a que des ennuis en termes de carrière à récolter. Qu'est-ce qui fait qu'il continue? Alors, je passe la parole. Oui. À Gérard, mon compagnon. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à la question, puisqu'on est nous-mêmes étonnés que ça dure. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on peut dire, c'est le chemin en marchant. Parce que là, c'est en train d'arriver, c'est l'intelligence collective. Mais c'est pas l'intelligence collective. Nous, on est cette génération qui en avait marre des discours qui pouvaient arriver aussi à la catastrophe mondiale, simplement sur des différents. Donc, on a choisi d'être du côté des faiseurs. On fait. Et puis, on se rend compte que faire avec des gens, on peut faire avec des gens avec qui on pense pas du tout la même chose mais finalement, on arrive à faire quelque chose ensemble. Et ça produit quelque chose, et c'est satisfaisant. Oui, c'est banal, c'est bête, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est des questions de démarche et de posture qu'on doit articuler. Et alors, sur la durée, sérieusement, on est étonné. On n'avait jamais pensé que ça pouvait durer dans tout ce qu'on a fait, mais on a fait d'autres choses aussi, et elle dure encore. Et voilà. C'est en fait mettre les gens dans des situations. Par exemple, nous, on est un peu trop sédentarisés. Quand on parle de mobilité, c'est parce qu'on a voulu évacuer le nomadisme, où on l'articule dans le tourisme, des choses comme ça. Mais en fait, on peut le revivre aussi. C'est-à-dire qu'on va revivre la conjugaison entre mes propres déplacements. Par exemple, ce qu'on s'est rendu compte que ça produisait quand on a 15 métiers, 3 ou 4 domaines, et puis enfin on est dans des réseaux qui sont encore très différents, c'est que les gens peuvent construire leur carrière professionnelle aussi. C'est-à-dire que la mobilité, elle est dans tous les elle est multidirectionnelle. Et après, l'autre chose aussi, si on regarde organisme, et un organisme, ça doit être... Il y a toujours des entrées, toujours des sorties. Donc ça vit toujours l'entrée et la sortie aussi comme quelque chose d'ordinaire. Et en fait, nous, on finit par utiliser des mots un peu banals. Et il faut se réalimenter. Donc, en fait, on oublie que, en fait, on est des êtres humains, mais aussi un peu organiques quand même, et que, en gros, on est dans des corps, et on est nous-mêmes un corps dans des corps, et on le voit aussi dans les équipes. Nous, par exemple, c'est des choses qu'on a apprises. Nous, on a des petites équipes articulées.
hein, et qui sont aussi polyvalentes, qui se baladent dans tout le système. Alors c'est une intégration de filière, c'est intéressant, puisque vous avez le territoire, vous avez la ressource, vous avez 15 métiers et vous êtes en contact avec les clients. Ce qui fait que nous, on l'a fait, c'est parce qu'on pensait que c'était juste, que c'était avec des meilleurs rendements. Et maintenant, on a dit qu'en solidaire, on a 3000 clients qui se disent eux-mêmes solidaires d'Ardeleine. C'est de quoi vous avez besoin. Et c'est pas forcément de l'argent. Et ça fonctionne. Donc en fait, c'est plutôt se mettre à fonctionner socialement, d'articuler les métiers, les fonctions, les utilités, dans un contexte, en tenant compte des situations, des contextes et des postures des uns et des autres. Très bien. Il n'y avait pas une question qui était posée à l'un d'entre vous? Oui. Il y a deux choses qui m'animent. Tout d'abord, je pense que voir les gens heureux autour de soi, qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, que ce soit dans sa famille, dans ses amis ou dans son travail, c'est déjà un élément de satisfaction. C'est mieux d'aller travailler dans ces conditions-là. Ça paraît bête, mais c'est simple. Puis la deuxième chose, c'est que je suis directeur d'un service public, j'ai un rôle à jouer. La transformation du service public, tout le monde en parle, mais moi je pense que je suis acteur du système. On attend trop en France, toujours de l'État, etc. Très bien. Et c'est ça qui m'a motivé. J'avais envie de réformer le service public en profondeur. Il y a quelques années, je commençais à me dire que j'étais un utopiste incorrigible. Et puis là, je me rends compte qu'on arrive à faire des choses. Et que maintenant, ça y est, ça se déploie. C'est bien, il y a la DITP, etc. Il y a plein de gens qui font des choses. Rien que ça justifie toute une carrière où on arrive à avoir des ambitions qui se réalisent. Et puis, voir les gens qui prennent du plaisir, ça c'est bien, ça suffit à mon bonheur. Je gagne plus que le SMIC, c'est vrai. Une autre question? Oui, bonjour. Michel Baquet, Institut pour une entreprise bioanimée. Alors, je vais d'abord faire un parallèle et sportif et dans l'entreprise. C'est une question pour Monsieur Négaré. Noves, qui a eu le plus beau palmarès du rugby français, n'a pas su se renouveler. Et le Stade toulousain, pendant 4 ans, n'a plus gagné. Et il a fallu l'émergence d'un nouveau leader, Mola, pour que ça prenne 4 ans. D'un point de vue industriel, on a tous en tête l'exemple de Harley-Davidson, avec un leader charismatique qui a mis en place des principes, changement de leader, et on revient au traditionnel. Donc, Monsieur Négaré, comment allez-vous, ou comment la CPAM des Yvelines va sélectionner son prochain dirigeant? Oui, j'espère que personne n'écoute, ne répétez à personne. On a un système qui perdure, qui est d'ailleurs du droit coutumier, où l'adjoint ne peut pas succéder au directeur. Fut-il le prix Nobel de management, qui n'existe pas d'ailleurs, vous me direz. Alors, je m'en suis penché auprès de Monsieur Revel, notre directeur général. Je lui ai dit, écoutez, Monsieur le directeur général, c'est pas le meilleur système qui existe, ça vous empêche éventuellement de nommer quelqu'un de bien sur place. Mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mes collaborateurs, dont un jeune est là, brillant, j'ai fait en sorte qu'ils aient un maximum les manettes, qu'ils aient un maximum d'autonomie pour qu'ils puissent, quel que soit celui qui succède, essayer de faire avancer les choses. Mais je suis bien convaincu que c'est plus facile de démolir que de construire. Mais ce que j'espère, comme ça essaime petit à petit dans les services publics, c'est qu'il y a certains directeurs maintenant, les nouveaux, qui sont convaincus que c'est ce système-là qui est le meilleur, que l'ancien système a vécu, et qu'avec un peu de chance, ça fonctionnera s'il sait s'appuyer sur l'équipe. Voilà. Mais je ne peux pas trop en dire plus. C'est vrai que ce risque, il existe. Mais bon, voilà. Et qu'ils se rencontrent dans plusieurs entreprises. Vous savez qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui reviennent en arrière à cause du changement soit d'actionnaire, soit de dirigeant. On va prendre une autre question. Il y en avait après, on en prendra une ici devant. Il y en avait une ici. Merci. Je me lève, vous m'entendez? Jean Besançon, directeur de l'Université ouverte des compétences. D'abord, merci beaucoup pour vos interventions, parce que c'est bref, mais bien inspirant. Alors, moi, j'ai une question. Je vais vous dire d'où elle vient. De deux choses. D'un événement que l'UODC a organisé hier soir avec Philippe Colomba, un chef de service assez étonnant dans le monde de la santé, qui, alors, il fait pas des services médicaux qui seraient des entreprises libérées, mais qui essayent que ça se passe à peu près bien dans les services, parce qu'il a remarqué il y a 30 ans que lorsque les gens étaient bien là où ils travaillaient, au sens des soignants, en règle générale, ils se portaient mieux, et les malades surtout se portaient mieux. Mais voilà, il se trouve qu'hier, j'ai visité le musée, tout petit musée du management de l'école Dauphine, que vous connaissez peut-être, et alors il y avait un
petit flyer qui m'a épaté. C'est très court. C'est une phrase de quelqu'un qui n'est pas vraiment un gauchiste de l'organisation, c'est Henri Fayol. Et la phrase date de 1916, donc il y a un peu le Taylor de la bureaucratie. Et il dit cette phrase en 1916 qui m'a un peu scotché. Voilà ce qu'il dit, ça s'efface pas, voilà. C'est toute chose égale d'ailleurs, un chef qui sait donner de l'initiative à son personnel est infiniment supérieur à celui qui ne le sait pas. Petit souci, on est ici à l'école des mines, Vénérable, et il n'y a pas très longtemps à l'IODC, on a reçu la directrice générale d'Orange qui dirige d'innombrables brillants polytechniciens, qui dirige l'entreprise, elle-même est sociologue, et son travail, ce dont elle a parlé, c'est comment faire en sorte que l'encadrement autorise, permette, encourage l'initiative des subordonnés, parce que si on ne le fait pas, Google va nous bouffer dans les 5 ans. Donc ma question, c'est la suivante. Très précisément, alors je la pose à Patrick Négaret, mais peut-être aussi à Patrick Gilbert, qui a regardé plusieurs organisations, c'est comment se fait-il que les collègues de Patrick Négaret, qui se disent « mais ça a l'air de marcher son truc », comment ça se fait qu'il y en ait finalement très peu qui s'en inspirent? De la même manière, bon exemple d'hier soir, dans les hôpitaux, c'est même devenu une loi dans les hôpitaux qu'on pratique ce que Philippe Colomba a expérimenté depuis 30 ans à Tours et ailleurs. Bien, il n'y a que 30% des services où ça se fait. Il y a 70% des chefs de service qui ne changent rien. Et donc ma question c'est, qu'est-ce qui pourrait faire que, un peu plus brutalement, violemment, peut-être pas on change d'entreprise, mais on change la manière des dirigeants de diriger? Merci beaucoup. Facile. Ah bon, oui, c'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Mais non, je crois qu'il y a un premier phénomène qui est assez évident. C'est ce qu'on appelle souvent l'ego. Et l'ego, ça génère la peur de pas être à la hauteur, si vous voulez. Donc il faut faire preuve d'humilité. Il faut dire qu'on est homme ou femme et on peut faire des erreurs. Alors les gens qui ont bac plus 5, plus 7, plus 10, j'en sais rien, se disent, mais moi, quand même, avec tout ce que j'ai fait comme études, si je peux pas exprimer mon opinion de façon autoritaire et que les autres exécutent, c'est pas comme ça que j'ai été formé. On vous apprend ça à l'école, hein. Il faut pas copier sur le voisin, faut être toujours le premier, ainsi de suite. Et on voit les résultats que ça donne. Donc ils arrivent dans cette conception-là, si vous voulez. Et donc ils veulent pas descendre de leur piédestal. Et moi, il y en a qui me disent, mais t'as toujours autant de pouvoir et te respectent toujours autant. Mais je dis, ils me respectent plus qu'avant, les gens, parce que je suis plus légitime. Ils confondent finalement pouvoir et légitimité. Enfin voilà, c'est un autre débat. Et je crois que fondamentalement, c'est ça. Et en plus, il faudrait peut-être qu'ils lisent 1 ou 2 livres de neurosciences, monsieur le professeur, vous n'allez pas me contredire, en voyant que les neurosciences, elles ont 40 ans d'avance sur le management. Je parle même pas des peuples premiers, parce que là, c'est plus de 2000 ans. C'est ça, je crois. Il faut sortir de ce schéma en pensant qu'on est un plus intelligent parce qu'on est plus diplômé. Voilà. Et en plus, qu'on est plus intelligent parce qu'on est 3, alors qu'on est plus intelligent à 1000 qu'à 3, ça c'est prouvé, archi-prouvé scientifiquement. Je crois que c'est ça, mais il y a peut-être d'autres explications. Et alors, je ne suis pas spécialiste des neurosciences, mais je partage complètement cette idée que c'est très exigeant vis-à-vis des gens qui sont détenteurs de pouvoir d'influence dans l'entreprise. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus minorer le fait que c'est pas qu'une affaire de comportement individuel. Hein, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une entreprise qui est soumise à un fonds d'investissement spéculatif et que finalement l'exigence porte sur le rendu de compte à court terme, trimestriel, vous n'êtes pas forcément enclin à vous engager dans un processus qui va prendre du temps. Donc il y a aussi, par ailleurs, quand vous êtes dans une très grosse structure, il y a toujours des risques de corde de rappel à un moment donné. J'ai vu ça d'ailleurs avec un patron qui avait témoigné sur la façon dont il avait conduit la libération, jusqu'au moment où on lui a dit bon ça suffit, maintenant tu peux partir. Hein, donc on n'est jamais tout seul. Hein, donc je voudrais pas qu'on pense que c'est uniquement une affaire qui relèverait des comportements individuels que tout un chacun pourrait travailler. Bien sûr, les dirigeants ont un peu plus de responsabilité et de force d'entraînement que les autres, mais c'est soumis aussi à des structures qui, je dirais, qui dépassent un peu les individus. On a une question devant, ici. Oui, Jean-Yves Coche, Acadie. Le cas d'Ardelaine est très intéressant. Il semble montrer qu'un couple peut travailler dans la durée avec succès. Félicitations. C'est pas le moindre des résultats.
Laurent Carsanti, tout à l'heure, évoquait que l'autonomie était une marque, un marque de la confiance. Est-ce que cette question de la confiance se pose dans les mêmes termes dans d'autres zones géographiques dans le monde? Ces questions d'autonomie, est-ce qu'on se les pose dans les mêmes termes? Ou les ressorts de la motivation au travail, vous avez évoqué les besoins de base, gagner sa vie, qui sont très anciens, jusqu'à se sentir utile socialement. Est-ce que ces ressorts sont rencontrés partout dans le monde de la même manière et donc dépendant de la nature humaine, ou est-ce qu'il y a des différences selon ces zones géographiques? Et par conséquent, est-ce que ces sujets d'autonomie se poseraient dans des conditions différentes ou pas, suivant ces différents secteurs? Vous voulez répondre? Je prolonge la question parce que tout à l'heure vous avez dit l'autonomie, la confiance, c'est une condition pour l'autonomie. On va pas donner de l'autonomie si on n'a pas confiance. Et en fait, je pense que ça se pose aussi en sens inverse. C'est-à-dire que si on veut donner, pour obtenir de l'autonomie de la part de ceux qui sont là, il faut qu'ils aient confiance dans ceux qui veulent leur donner de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut aussi de la confiance qui remonte. Alors, par ailleurs, moi j'avais une réaction spontanée. J'ai été secrétaire général de Renault et donc j'ai connu la façon dont a fonctionné et fonctionne encore l'alliance Renault-Nissan. Et dans l'expérience que j'avais avec mes collègues japonais, j'avais le sentiment que les questions confiance-autonomie se posent de façon quand même fortement différente chez nous et chez eux. En particulier, la façon dont le temps intervient dans la construction de la confiance et de l'autonomie. Je prends un exemple très dans l'imprimé qui servait à évaluer les personnes. Il y avait dans la colonne défaut, il y avait imaginatif. Attention, évidemment, je ne suis pas en train de dire que les Japonais considèrent que l'imagination est un défaut. Ça serait absurde de dire ça compte tenu de leur caractère extrêmement imaginatif. Mais ça montre bien comment ils conçoivent ça. C'est-à-dire que l'imagination est un défaut par rapport à la gestion des process. Et le problème de l'autonomie, c'est que c'est toujours quelque chose qu'on gère par rapport à des process. Il y a toujours des process qui existent et il faut arriver à incruster l'autonomie dedans. Et ça, ils ne le font pas du tout de la même manière que nous. Bon, cela dit, pour aller un tout petit peu plus loin, moi je ne suis pas spécialiste de l'international, mais j'avais informé Isaac Goetz qu'on avait cette soirée, j'aurais bien aimé qu'il vienne, il n'est pas venu, mais il m'avait déjà dit, et d'autres l'ont vu, que ce courant de l'entreprise libérée interpelle surtout en France. Et finalement assez peu à l'international. Je ne sais pas si certains sont d'accord avec ça. Moi, je ne fais que relayer des choses que j'ai entendues. Mais par contre, je vais vous donner par contre, ce qu'on me dit souvent aussi, c'est qu'il y a quand même l'Europe du Nord qui fonctionne sur une base de participation qui est bien ancrée. Donc probablement que aussi, ça ne se poserait pas de la même façon de vouloir déployer ces démarches chez eux que chez nous. Oui, il y a quelqu'un qui s'est levé. Excusez-moi, monsieur, ce que vous dites n'est pas exact. Aux États-Unis, ça fonctionne aussi. Il y a certaines entreprises qui le font, de manière radicale d'ailleurs. Où ça? Aux États-Unis. Oui, mais on a des exemples. Mais est-ce que les exemples qui sont cités d'ailleurs dans... Il y en a plusieurs. On a parlé d'Harley Davidson, on a parlé de Gore, on a parlé de cela. Les plus emblématiques, c'est Zappos Inc., Morningstar et Valve. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que les États-Unis, c'est énorme. C'est déjà le plus représentatif, étudié par des chercheurs en organisation. D'accord. Et c'est une tendance. Il y a toujours des tentatives de se libérer. C'est pas libérer plus, rendre plus d'autonomie, mais c'est très difficile. D'accord. Ok. Désolé. Non, mais c'est pour ça que je vous ai interpellé. Je suis pas spécialiste de la question. Une autre question. On a encore 2-3 minutes. Donc Martin Richer, on va lui donner la parole. Non, en fin de compte, juste pour contribuer à essayer de répondre à cette question, aux États-Unis, comme d'ailleurs dans d'autres pays, on parle...
D'accord. On parle assez peu d'entreprise libérée. L'entreprise libérée est un terme qui a pris en France et en Belgique essentiellement, mais pas ailleurs. Mais en revanche, la question qui est la vraie question, qui est celle qui est écrite en haut, comment va-t-on vers l'autonomie? Ça, c'est une question universelle. Donc effectivement, vous l'avez souligné, en Europe du Nord, il y a une culture bien installée, surtout dans l'industrie, de l'autonomie et de la polyvalence, un peu ce que vous avez dit, madame, sur Ardelaine, en expliquant que la polyvalence était une façon de s'approprier l'ensemble de l'entreprise et pas juste ce qu'on fait, donc de déborder la tâche. On le voit bien avec les équipes tournantes, par exemple, qui Volvo, souvenez-vous, Volvo et autres Saab dans les années 70. Chez les anglo-saxons, il y a une forte culture qui vient de l'école des ressources humaines, Maslow et autres. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent leur voie vers l'autonomie. Et finalement, si on parle de la France a une caractéristique particulière qui a été mise en lumière par un sociologue du travail hollandais qui s'appelle Gert Hofstede, qui a fait des études très fouillées sur la question de l'autonomie et du respect hiérarchique, et qui montre que la France, même plus que les autres pays latins, même plus que le Japon, est un pays qui se caractérise par un respect de la hiérarchie, une difficulté à remettre en cause la verticalité descendante, le côté jupitérien dont on parlait il y a encore quelques mois, beaucoup plus forte que les autres pays, y compris des pays qui sont très ancrés dans les traditions, comme par exemple le Japon. Donc on voit bien qu'il y a des spécificités quand même assez fortes. Merci pour cette contribution. On va prendre une dernière question. J'ai vu plusieurs mains se lever. Ah, je ne veux pas choisir. Mais je l'ai vu depuis plus longtemps. Et puis, il a le bras très long. C'est pour apporter de l'eau à votre moulin, Laurent, puisque vous avez tenté à plusieurs reprises d'étayer la question comment va-t-on vers l'autonomie, celle qui vous surplombe. Merci à vous, cette brochette d'intelligence qui allie réflexion et action. Ça, c'était très plaisant. Ma question est la suivante, c'est si on revient à la radicalité et l'étymologie du mot autonomie, qui donne autonomos, comme vous savez, qui fait ses propres lois, est-ce qu'il vous est apparu utile de fixer les limites jusqu'à quel point les collaborateurs, salariés ou collaborateurs ou parties prenantes pour une scope, sont autorisés à définir les budgets, recruter, virer quelqu'un, recruter peut-être des managers, jusqu'à quel point ils peuvent écrire les lois. Je vous parle avec un prisme holacratique. Nous accompagnons avec Happy Work en holacratie notamment vers la transformation profonde. Et donc c'est avec ce tropisme que je vous pose cette question, puisque en holacratie, comme vous savez sans doute, on a la possibilité d'infléchir la façon dont on écrit les protocoles de prise de décision, mais portant sur, et c'est là les points de suspension, peut-être points de salut, portant sur quoi? Est-ce que vous définissiez des limites au moment où vous dites nous allons vers l'autonomie, mais jusqu'où? Alors, il nous reste une minute, cette question des limites à l'autonomie. Pour la question des recrutements, effectivement, les équipes participent au recrutement de leurs compagnons de travail. On n'embauchera personne et on essaie que les personnes qui vont travailler dans ces équipes passent au moins une semaine avec l'équipe avant de confirmer un entretien d'embauche. Voilà, pour nous, ça, voilà, c'est pas grand chose, quoi. C'est ce qui se passe après dans le vécu et la vie des collaborateurs, quoi. En tout cas pour le recrutement, pour le budget. Alors les budgets d'investissement, alors c'est une grande foire de discussion. Donc il y a des propositions de chaque équipe. Là, il faudrait ci, il faudrait ça. Et le conseil d'administration sur les plus grands aussi investissements plus lourds, en tout cas au niveau décisionnel. Mais au niveau proposition, tout le monde peut agir, quoi. Oui, les premières limites, c'est les résultats qu'on a atteints. Si vous voulez, on a des objectifs nationaux et locaux. On peut pas dire on va répondre au téléphone 3 fois sur 10, par exemple. Si c'est 9 fois sur 10, c'est 9 fois sur 10. Et à l'intérieur, on se débrouille, on définit ses plannings, on fait ce qu'on veut, on peut partir une demi-heure, il s'arrange. Aussi, on procède par expérimentation. Les services, certains, ils décident, par exemple, de recruter avec les pairs. Ils décident de recruter eux-mêmes sans les ressources humaines. Ou ils décident d'essayer d'envisager les critères d'attribution des avancements.
Et puis si ça marche, c'est bien. Pour les congés, 50% de congés à la Pentecôte, nous on va faire 70% et on verra bien. C'est pas le droit à l'erreur, c'est le droit à l'expérimentation. Donc ça, et si ça marche, tant mieux, on continue. Ça marche pas, hop. Et puis on essaie de voir si on essaime. C'est un peu une façon d'essayer d'avancer progressivement. Il n'y a pas de... La principale limite, c'est ça, c'est quand même qu'il y a des résultats à atteindre. Voilà. Mais il ne faut pas faire dans la démagogie non plus. Les gens, ils ne vous croient pas. Oui, peut-être juste ce que j'ai relevé, c'est que bon, certes, il y a le problème du niveau de décision, de l'intensité, de la nature de la décision, mais il y a le problème même du processus de décision. Et j'ai vu, notamment dans une des entreprises que nous avons pu directement observer, que le problème central, c'était, et des gens étaient mal à l'aise parce que ne percevaient pas la manière dont les décisions devaient finalement se prendre. Parce que dire c'est le collectif qui décide, c'est gentil, mais sur la base de quelles règles? Quand les gens ne sont pas d'accord, qui tranche? De quelle manière? Ce sont des difficultés d'application au moins autant que le niveau et le type de décision. Eh bien, merci à tous et on va passer la parole à la deuxième table ronde.